Marc Canton est chercheur, il est directeur d'une unité de recherche biopolyphémère à l'INRA, donc à Nantes, qui travaille aussi avec l'INRA à Angers. Il travaille donc en corrélation les deux laboratoires. Marc Canton va s'installer. Claude Fischer, et on va le virer et puis on va le mettre ici. Prenez place devant. J'y vais. Alors, je vous donne le micro après, hein, parce qu'on a des problèmes de micro. Ce sera plus facile. Donc, Marc va nous expliquer justement quelles innovations alimentaires en termes de protéines végétales pour demain. Comment, quand vous êtes industriel, travailler cette matière qui n'est pas toujours facile à appréhender. Pourquoi elle est difficile. Donc, il y a toujours des problèmes de texture. Justement, on parlait du goût, de la couleur et de la commodité de l'utilisation. Donc, c'est ce que Marc Canton va essayer de nous expliquer pendant 35 minutes, 40 minutes. Alors, je vous laisse le micro. Merci Yann. Bonjour à tous. Bon, c'est pas facile de passer après Claude. Hein, j'ai pas les mêmes talents de showman que toi. Bon, et pour ma part, je vais me concentrer sur les enjeux technologiques. Donc on va être moins dans la métaphore, même si tu as énoncé quand même des choses très, très pratiques et pragmatiques. Mais j'ai essayé de balayer les enjeux qu'il y a autour de ces nouveaux ingrédients, supposés nouveaux ingrédients, et donc quelles innovations on pourrait trouver derrière. Alors, je voulais d'abord revenir sur les... Tu as parlé au départ de transition, et notamment de transition protéique. Moi, je vais essayer d'évoquer les transitions qui nous attendent, puisque évidemment tout ça, c'est global, avec l'objectif à 2050, c'est nourrir 9 milliards de personnes. Alors tu l'as dit, hein, on est entre 8 et 11 en fonction des projections. Les projections les majoritaires sont autour de 9 milliards. Donc on a cette transition démographique, augmentation globale de la population mondiale. Alors d'un côté, pour les pays du Nord, type OCDE, un vieillissement de la population. Donc ça génère des maladies liées à l'âge. Donc là, il y a une transition nutritionnelle et également en termes de maladies. Et pour les pays du Sud, où on dit aussi des Suds, c'est-à-dire différents contextes, mais des pays du Sud, le développement économique et aussi une urbanisation très forte qui vont conduire à cette transition protéique, transition alimentaire. J'en parlerai dans la slide d'après. Évidemment, transition environnementale, avec la diminution des surfaces cultivables, on voit bien apparaître actuellement une compétition sur les surfaces agraires entre la production animale et la production végétale, et pour la production végétale, entre la production pour l'alimentation et la production pour le bioéthanol, biopétrole, biodiesel, etc. Donc, compétition pour les surfaces cultivables et finalement une diminution. Augmentation des gaz à effet de serre, augmentation de la température globale, des crises sanitaires et des nouveaux types de contamination qui sont liés aux pollutions, la disponibilité de l'eau, changement climatique global. Et également transition énergétique, là on en est tous conscients, raréfaction des énergies fossiles, le problème de traitement des effluents et les problèmes de pollution diverses. Donc avec cet ensemble de transitions, il y a l'agriculture du XXIe siècle, comme je l'ai indiqué, à ce challenge de nourrir 9 milliards de personnes. Évidemment, en créant des aliments avec de bonnes qualités organoleptiques, nutritionnelles et sanitaires. Et il ne faut pas oublier que tout ça, c'est une économie, ce sont des filières, et donc il faut que ce soit rentable économiquement, en termes de production et également de transformation, tout en protégeant l'environnement et les écosystèmes. Donc il faut bien voir que là, on est complètement en train de changer de système, et on est sur l'émergence de systèmes alimentaires durables. Dans ce contexte-là. Oui. Alors si maintenant on se focalise sur les transitions alimentaires, j'ai fait un parallèle entre la situation dans les pays du Sud et dans les pays développés, entre guillemets, et tout ça. Donc dans les pays du Sud,
on l'a dit, urbanisation croissante, évidemment, augmentation de la population de façon très importante, et augmentation du niveau économique. Donc là, comme tu l'as dit, Claude, et ça a été prouvé, en revanche, statistiquement, c'est-à-dire que, globalement, il va y avoir mécaniquement une augmentation de la part des calories animales dans la ration alimentaire de ces populations-là. Alors, protéines animales et marines, animaux terrestres et marins. Et donc, il va en découler l'apparition de pathologies liées à ces changements d'habitudes alimentaires. Donc, obésité, certains cancers, diabète, etc. Dans les pays développés, là aussi, ça a été évoqué par Claude, prise de conscience sociétale. On a parlé de la dimension éthique par rapport à l'animal. Alors, à la fois en termes d'élevage, tu as montré les poulets tout à l'heure, donc en termes de bien-être animal, mais également, et puis aussi l'aspect abattoir, etc. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'actuellement, dans notre alimentation, on a un excédent de calories animales. Donc, il va y avoir une sorte de réajustement avec une diminution du nombre de calories et dans cette diminution, une diminution de la part des calories animales. Parallèlement, il y a un vieillissement global de la population dans les pays développés. Et là, c'est l'apparition de pathologies liées à l'âge. Dégénérescence maculaire liée à l'âge, sarcopénie, etc. Je reviendrai un petit peu sur la sarcopénie ensuite. Donc ce contexte global, donc mondial, pris dans sa globalité, force de croissance mondiale en protéines animales, et donc en demande de protéines animales, et notamment provenant des produits carnés, tout en assurant une durabilité des systèmes. Donc c'est impossible à assurer sur le long terme, donc en termes à la fois de production et également en termes de durabilité. Donc, apparition de ces transitions alimentaires, et une des voies possibles est l'incorporation croissante de protéines végétales dans l'alimentation humaine. Alors pourquoi on en parlait, je ne sais pas si c'est tout à l'heure, en tout cas ce matin, pourquoi protéines? Pourquoi transition protéines? Parce que pourrait y avoir aussi transition lipidique, mais c'est vrai que les lipides d'origine végétale, on en consomme dans nos sociétés occidentales depuis très longtemps, donc on ne peut pas vraiment parler de transition. Et puis les polysaccharides proviennent essentiellement, enfin déjà sont souvent des fibres complexes non digestives, et proviennent essentiellement d'ores et déjà des produits végétaux. Donc s'il y a un changement dans ce basculement de calories animales vers végétales, ça passe par les protéines. C'est pour ça qu'on parle de transition protéique. Alors si on va avoir une vision un peu de l'ensemble du système, donc j'ai repris cette slide sur finalement la dépense énergétique qu'il faut, là aussi Claude tu l'avais évoqué, pour produire 1 kg de protéines végétales par rapport à 1 kg de protéines animales. Donc on voit bien, ça évidemment tout le monde le sait, que pour les protéines végétales, céréales, oléagineux, protéagineux, qui passent en alimentation, donc première transformation pour les animaux, donc porc, volaille, bovin, et puis ensuite une deuxième transformation, et puis une distribution, alors qu'évidemment pour le végétal, on peut passer directement à la production de la protéine. Et donc les calculs montrent qu'il faut 8 fois plus d'énergie fossile pour produire 1 kg de protéines animales par rapport à 1 kg de protéines végétales. Donc dans cet aspect durabilité, il n'y a pas photo. Et évidemment, tout ça, ce sont des concepts que l'on connaît, en tout cas intuitivement. Mais il y a des calculs extrêmement précis. Alors toujours dans cet esprit de comparaison de durabilité entre les protéines animales et le végétal, surface disponible pour produire 1 kg, donc en mètres carrés par kilo de protéines. Et donc, alors là, moi je ne vois pas trop sur l'écran, je vais me rebaser là-dessus. Hop. Donc on voit bien que les protéines végétales, il faut une surface relativement faible en comparaison de production d'œufs, de lait, de volaille et de bœuf que l'on travaille de façon intensive ou extensive. Alors tout à l'heure, c'était une de... Non, là, tu es en train de chercher dans mon sac, en fait. Voilà.
Ouais, mais c'est normal. Hein? Ouais. Donc, tout à l'heure, tu montrais dans une de tes dernières photos la comparaison entre élevage intensif et extensif. On se rend compte, alors on est un peu dans le paradoxe, mais finalement, évidemment, c'est quand même plus durable de travailler de façon intensive que extensive. Mais en même temps, au niveau éthique, c'est moins bien. Voilà. Donc on est toujours dans ce paradoxe-là. Bah pour le CO2, on a exactement alors les mêmes classements, grosso modo. Donc en kilos de CO2 équivalent par kilo de protéines, on voit bien que pour sortir 1 kilo de protéines végétales, on va libérer beaucoup moins de CO2 que pour tout ce qui est animal. Alors on voit en fonction de certaines productions, il y a des écarts types énormes, mais on voit qu'à chaque fois, le bœuf est toujours en haut de la pyramide, hein, c'est-à-dire très 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 dispendieux en énergie, en eau, en surface, et relarguant aussi pas mal de CO2 qui vont contribuer à la pollution de la planète. Donc cet aspect durabilité, il est clair que les protéines végétales amènent vraiment un plus. Je n'ai pas parlé de l'eau, soit j'avais pas retrouvé la slide, mais en tout cas pour l'eau, j'allais dire c'est pareil, mais avec peut-être moins de contraste, parce qu'on sait que pour les productions céréalières, il faut énormément d'eau, donc voilà, il y a peut-être moins de différence avec l'eau, mais il y a quand même cette différence en faveur des protéines végétales. Alors, actuellement, donc là sur ce camembert, c'est l'apport, les sources de protéines dans notre alimentation en France actuellement. Sachant que l'apport nutritionnel conseillé, c'est 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Alors de bonne qualité, je reviendrai dessus par la suite, parce qu'effectivement, il faut un bon équilibre en acides aminés. Il y a des acides aminés essentiels qu'on connaît bien, donc de bonne qualité, ça veut dire ça. Alors, quelques chiffres. En France, on est à 1,4 actuellement. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais dans la deuxième slide. C'est de dire qu'il va y avoir une diminution globale du nombre de calories parce que, de toute façon, actuellement, on en consomme trop par rapport aux recommandations. En tout cas, on en consomme plus. Et la provenance, actuellement, on est à 60% de notre apport protéique qui provient de produits animaux. Et donc là, vous avez un petit peu le détail. Beaucoup de viande et de charcuterie, poissons et œufs, et puis aussi produits laitiers, hein, fromage, lait. Et puis on voit là ensuite les 40% formant la part végétale sont plutôt par là, avec les plats composés où là, écoutez, il y a une répartition entre les deux types. Donc on est à peu près à 40%. Et pour le PNNS recommande un équilibre autour de 50-50 de protéines provenant de produits végétaux et de produits animaux. Donc en gros, on est dans cette tendance-là qui va rééquilibrer, donc aller plus vers plus de produits, alors soit directement des végétaux en tant que tels, manger 5 fruits et légumes par jour, effectivement, ou alors en tant qu'utilisation, en tant que protéine, en tant qu'ingrédient. Et moi, c'est plutôt là-dessus que je vais baser mon discours. En tout cas, mon intervention. Donc, comment, une fois qu'on a posé un petit peu ces éléments, comment on construit l'offre alimentaire? Donc, c'est ce que j'indiquais à l'instant. C'est-à-dire, alors d'une part, on peut inciter les gens à consommer plus de produits végétaux, fruits et légumes, etc. Bon, plaçons-nous un petit peu sous l'œil du technologue. On peut essayer de développer des aliments donc non transformés, plus faciles à cuisiner. Donc là, j'ai pris quelques exemples sur des graines de légumineuses, lentilles, etc., dont on sait la difficulté à les cuisiner. Et donc, il existe des préparations avec une sorte de traitement préalable qui permet de les cuisiner beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement.
Mais là, on est dans une consommation directement du produit. Là, en l'occurrence, c'est graines de légumineuses. Une autre option pour construire l'offre alimentaire, c'est développer des substituts aux produits carnés. Alors, là encore, on n'est pas dans la naturalité, bien évidemment. L'idée, donc là, on voit des exemples de ces soja sun, steak à base de soja, bon, avec des petits légumes. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Je pense, enfin, d'un point de vue consommateur, je ne pense pas que ce soit l'avenir, même si des produits existent, hein, mais dans le sens où la nature est extrêmement performante et il est quasiment impossible de recréer quelque chose qui ressemble à de la viande, qui soit aussi bon que la viande, avec les moyens technologiques dont on dispose actuellement. On en parlait ce matin. Voilà, le muscle, hein, effectivement, la viande, c'est du muscle mort, hein, effectivement. Mais la complexité de la fibre musculaire, la synthèse de la fibre musculaire est pratiquement impossible à recréer. Donc ce qu'on peut faire, c'est filer des protéines, et là je dirai quelques mots après, essayer de faire des interactions, enfin essayer de les recolorer, mais on n'arrivera jamais à la perfection presque d'un muscle et d'une viande. Donc je pense que là, il y a des marchés de niche, mais sur de l'utilisation en masse de protéines végétales, je ne pense pas que ce soit l'avenir. Et puis il y a la troisième voie, qui est de substituer progressivement les protéines animales par des protéines végétales, mais en tant qu'ingrédient. C'est-à-dire, on est dans un marché des protéines en tant qu'ingrédient. Vous allez voir, je vais détailler un petit peu les marchés derrière. Et sur des produits traditionnels où on met des protéines animales, petit à petit, commencer à mettre des protéines végétales. Donc, s'en servir comme ingrédient fonctionnel dans des recettes traditionnelles. Alors, je vais essayer après de vous donner des exemples, mais l'idée, c'est par exemple des spécialités laitières, yaourts, des émulsions, mayonnaise, des sauces salades. Là, commencer à remplacer petit à petit. Puisqu'une protéine, on va le voir, a des fonctionnalités, et qu'elle soit animale ou végétale, finalement, les fonctionnalités sont très proches dans ce cas-là. Donc, c'est ce point-là que je vais détailler, avec l'idée que le remplacement total est pour l'instant prématuré. Donc je pense qu'on va aller sur des produits mixtes pendant plusieurs années, et ensuite peut-être aller jusqu'au remplacement total en fonction justement de ces transitions démographiques et en fonction de la demande mondiale qu'il y aura. Ce que je peux vous dire, alors je parlais de produits laitiers, on parle même de fromage. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les laitiers, je n'ai pas présenté mon laboratoire au début, peu importe, tous les laitiers, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas énormément de laitiers nous appellent pour nous dire, bon, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu des protéines végétales dans les bases fromagères, parce qu'il faut qu'on commence à s'y mettre. Parce que, en gros, tous les industriels anticipent ce mouvement-là. Et c'est vraiment un mouvement mondial, parce que on nous appelle aussi des États-Unis, d'Angleterre, etc. C'est vraiment un mouvement mondial. Les industriels commencent à anticiper. Et finalement, qui construit l'offre ? Ce sont les industriels. Après, il y a des tendances qui viennent des consommateurs, etc. Mais ce sont bien les personnes qui vendent des produits qui construisent l'offre. Alors, pour les spécialités, pour les produits céréaliers, les pâtes, les biscuits, donc là, c'est un petit peu différent. On est déjà avec des ingrédients protéines végétales classiques, hein, pour faire le pain, c'est du gluten. Là, la transition, elle est un petit peu différente. C'est commencer à basculer des protéines céréalières à des protéines de légumineuses. Bon, on en parlait également ce matin. Le sans gluten commence à se développer. Est-ce que c'est un effet de mode ? Est-ce qu'il y a un vrai fondement scientifique ? Ça, on peut en discuter. Mais c'est un fait. Il y a un vrai marché. Et on commence à avoir un basculement dans les produits céréaliers. Donc là, ce n'est pas animal, végétal, puisqu'il n'y a pas de protéines animales, mais c'est un basculement aussi, c'est aussi une transition protéique, mais entre différents types de protéines végétales. Alors, quels sont les verrous ? Bon, là aussi, Claude en a parlé beaucoup, et je vais pas détailler les verrous sociologiques liés au statut des protéines animales, et notamment le statut de la viande,
pourrait rajouter aussi du lait dans les habitudes de consommation. Et même si celles-ci, comme je l'ai expliqué, sont en train de changer. Des verrous économiques, les intérêts des acteurs de la filière viande et à la force de cette filière dans les pays occidentaux. Tout ce que tu as montré dans les enquêtes, bah, c'est bien ça. Hein. Et c'est normal que cette filière-là eh bien, se défende et fasse valoir ses intérêts. Et puis aussi des verrous structurels, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à mobiliser pour aller et assurer cette transition alimentaire. Les consommateurs ont un rôle majeur, car les industriels ne vont pas faire des produits qui ne se mangent pas, en tout cas qui ne sont pas achetés. Après, si on les jette, bon. Mais voilà. C'est vrai, alors on pourrait parler des déchets, mais c'est un autre problème. Les déchets ménagers, c'est un très très gros problème. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc les consommateurs ont un rôle majeur à jouer. Donc nous avons un rôle majeur à jouer. Évidemment, les producteurs, les transformateurs. Et puis les aspects politiques. On le voit avec le PNNS, etc. Il y a des recommandations. Et là aussi, les pouvoirs politiques ont un grand rôle à jouer. Donc moi, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Les verrous technologiques et nutritionnels. C'est-à-dire pourquoi finalement une protéine végétale, c'est difficile à utiliser en tant qu'ingrédient. Parce que déjà, utilisation quasi inexistante. Alors, j'ai forcé un peu le trait, on connaît quand même pas mal de choses, mais c'est vrai, en comparaison des protéines animales, on connaît beaucoup moins les fonctionnalités. Il y a des problèmes de solubilité, je reviendrai dessus tout à l'heure, de goût, d'arôme, j'aurais pu mettre de couleur. Là, on parle de protéines de graines, mais si on parle de protéines foliaires, comme on est en train de regarder avec la lucerne ou le lupin, ben on a des poudres de protéines vertes. Là aussi, on essaye de décolorer, du coup, on applique des traitements. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, des fonctionnalités qui sont plus faibles. J'ajouterai aussi des protéines qui sont moins digestes. Là encore, hein, le 100%, le modèle de digestibilité, c'est les protéines d'œufs et les protéines de lait. Et les protéines végétales viennent bien en dessous. Donc elles sont moins faciles à utiliser par le corps humain. Et puis, d'autres problèmes qui sont associés, problème d'allergie aux protéines végétales, même s'il y a aussi des allergies à d'autres types de protéines, mais on sait très bien, allergie au gluten, etc. J'en dirai 2 mots ensuite. Des propriétés biologiques qui ne sont pas toujours connues, ou alors il y a certains acides typiques du monde végétal qui sont associés à ces protéines, qui peuvent amener certains problèmes, et puis des contaminants. Là aussi, on change un peu de type de contaminant, on est plus sur les aspects d'insecticides, etc. Bon. Donc voilà un petit peu les verrous. Et donc je vais essayer de détailler comment on voit la vision qu'on a pour lever ces verrous. Alors, tout d'abord un petit focus sur le marché des concentrés de protéines. Donc protéines en tant qu'ingrédient, sous forme de poudre, et on l'utilise pour faire des aliments. Donc actuellement, le marché il est dominé là aussi par les protéines animales, viande, lait, poisson. Enfin, surtout viande et poisson, et aussi un peu lait. Et 44% de protéines végétales, et surtout céréales et soja. Très peu de légumineuses, par exemple. Légumineuses qui peuvent être des sorties intéressantes, notamment dans l'Ouest. Et ce marché-là est destiné en grande partie à l'alimentation animale. Donc, seulement 18% d'alimentation humaine. Donc on peut voir qu'à la fois dans le pourcentage du marché des protéines et ensuite dans l'utilisation, il y a vraiment un gros potentiel en termes de marché qui peut être développé autour de cette problématique. Donc là, on a un potentiel d'environ 28 millions de tonnes de protéines végétales européennes. Alors ce que je voulais dire par là, c'est que c'était hors soja et céréales. C'est-à-dire qu'on peut vraiment développer un marché intéressant en Europe, en dehors des céréales classiques et du soja qui est plutôt nord-américain. Alors pour illustrer ça, j'ai pris des chiffres du groupe d'études des protéines végétales sur l'utilisation, toujours je continue, de ces matières protéiques végétales, donc en tant qu'ingrédient, dans des produits alimentaires, donc formulés. Et donc ce qu'on voit, donc c'est une tendance quand même qui est relativement récente. Donc là, c'est le nombre de produits sur le marché. On voit bien qu'il y a une vraie explosion
hein, du nombre de produits qui utilisent les protéines végétales comme ingrédients. Avec, là encore, on voit bien la domination blé et soja. Et donc, on voit cette augmentation constante, hein, de 2009 à 2013. Et on voit blé et soja vraiment utilisés. Et il commence à y avoir un frémissement plutôt pour les légumineuses. Et surtout pour le pois, qui est très ciblé dans le nord de la France et qui est vraiment en grand développement actuellement. Et donc, on voit bien qu'il y a une marge de progression pour les légumineuses. Hein. Il y a quand même 2500 produits où il y a des protéines de blé. Donc, c'est quand même pas anodin. Et donc, comment ça se répartit en fonction du type de produit? Donc là encore, hein, on voit blé et soja en violet et en rouge. Puis ensuite, les légumineuses. Donc, on voit que là aussi, hein, c'est ce qu'on montrait juste avant. C'est blé, voilà, c'était là. Hein. Hop, pardon. Donc, c'est bien blé et soja qui dominent ce marché des protéines végétales pour le moment. Évidemment, pour tout ce qui est biscuiterie et puis boulangerie, pâtisserie, évidemment, c'est le blé. Et après, il y a des répartitions un petit peu différentes. Alors, traiteur, je ne sais plus trop à quoi ça correspond. Ça peut être quand même très vague. Mais on voit qu'également, dans des produits à base de poisson, on met énormément de protéines végétales et également dans les viandes. Alors, dans les mêlées de viande, dans les pâtés, nous avons le directeur du R&D d'ENAF qui pourra en parler tout à l'heure. On utilise beaucoup de protéines de soja et beaucoup de protéines de blé. Et donc là encore, il y a des possibilités d'expansion de marché pour d'autres types de protéines. Alors, où est vraiment le problème que j'évoque depuis tout à l'heure en termes de solubilité? Alors, je ne sais pas si on voit bien. On voit là donc les différents types de protéines végétales, albumine, globuline, prolamine, gluténine, qui sont finalement classées, alors ça c'est un classement historique, hein, en fonction de leur solubilité dans l'eau, ou alors il faut mettre un peu de sel, ou alors on rajoute un peu d'alcool, ou alors carrément dans des pH très basiques. Et on se rend compte que le blé et surtout le gluten, ce sont des protéines assez peu solubles. Oléagineux, on a un peu entre les deux. Et puis les protéines de légumineuses, ce sont à la fois, j'ai pas mis les chiffres là, mais des graines où il y a beaucoup de protéines et qui sont plutôt des protéines un peu plus solubles. Donc il y a déjà un gain à ce niveau-là. Alors pourquoi et donc là j'ai comparé les compositions dans un grain de blé, de pois, de colza ou de lupin. Donc on peut prendre le blé. On voit qu'il y a 73% d'amidon et puis 7% de fibres. Et c'est vraiment c'est vraiment de là que viennent les problèmes de solubilité. C'est-à-dire que les protéines végétales, en tout cas dans les céréales, sont intriquées dans un réseau de fibres, de polysaccharides complexes, extrêmement difficiles. Alors il y a des coques extrêmement difficiles à séparer. Donc il faut des traitements très drastiques, à la fois mécaniques, thermiques et également en termes de solvants, pour récupérer les protéines. Et donc quand on les récupère, on arrive souvent dans des schémas de précipitation, on les récupère sous forme de poudre et après il est très difficile de les reprendre en eau. Donc vraiment cette spécificité de faible solubilité et donc de faible fonctionnalité des protéines végétales vient de la structure polysaccharidique et protéique, les interactions entre les deux qui est extrêmement complexe. Et donc on voit qu'en fonction du type de graines et de la composition, on ne va pas avoir les mêmes structures. On a le lupin, par exemple, où il n'y a pas d'amidon et assez peu de polysaccharides. Enfin, il y a quand même pas mal de fibres, mais il y a moins d'amidon. Et puis là, c'est l'inverse. Donc du coup, les schémas d'extraction vont être différents en fonction de la composition et donc de la structure. Mais donc les difficultés d'utilisation des protéines végétales viennent vraiment de là, c'est-à-dire la structure dans lesquelles elles sont impliquées. Donc, et là je vais décliner un petit peu les pistes sur lesquelles planchent les technologues actuellement. Améliorer les stratégies d'extraction des protéines. Donc là, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Et dans le même temps, de valorisation des coproduits. Parce que quand on extrait quelque chose, il y a toujours quelque chose de l'autre côté, il faut essayer de le valoriser. Donc l'idée, c'est d'obtenir une meilleure solubilité de protéines. Diminuer, alors il peut y avoir des traitements enzymatiques, des choses comme ça. Alors après, il faut rester quand même dans le durable. Donc c'est un vrai équilibre à trouver. Hein. Diminuer les problèmes de couleur et de goût,
par exemple extraire les polyphénols. Donc là encore, du travail avant d'obtenir des poudres blanches qu'on obtient avec les protéines animales, et ce, de façon très facile. Alors, il y a de nouvelles approches actuellement un peu plus durables. C'est plutôt que d'aller extraire les protéines, plutôt s'arrêter à un niveau de purification un peu moins important, et extraire des assemblages naturels, complexes. Par exemple, comme les micelles de caséine dans le lait. Et ben là, par exemple, les oléosomes. Ce sont des sortes de corpuscules lipidiques entourés de protéines. Et ils sont très faciles à extraire. Et on peut les utiliser en tant que tels, parce qu'ils peuvent se remettre en solubilité très facilement. Donc c'est un peu ce que je figure là. C'est-à-dire on va s'arrêter à 40-65% de pureté, plutôt que d'aller à 85-95%, où là on aura beaucoup d'insolubles. On sera très pur, mais peu fonctionnel. Donc ce sont des approches maintenant qu'on essaye de développer de plus en plus. Nous, au laboratoire, on travaille beaucoup sur les oléosomes, qui peuvent servir en cosmétique, qui peuvent servir aussi pour faire des émulsions. Et puis c'est ce que je disais, hein, application de traitement thermomécanique, chimique, enzymatique, pour améliorer un petit peu tout ça, augmenter la solubilité, diminuer l'allergénicité. Donc voilà un des enjeux. Alors un autre, qui est vraiment innovant, c'est de cribler des assemblages fonctionnels. C'est ce que j'expliquais au début. C'est essayer de recréer... Alors, comme on n'est pas soluble, l'idée c'est de faire des assemblages, c'est-à-dire des protéines qui vont s'assembler entre elles, vont former des sortes d'agrégats, mais qui vont posséder une certaine solubilité parce qu'ils vont être de taille entre 100 et 500 nanomètres. Ça, on sait très bien faire, et on sait que ces choses-là peuvent flotter sans problème. Donc on perd, plutôt que de s'agréger et de précipiter, elles vont s'agréger et rester en flottaison. Donc là, ce sont vraiment... Donc quand je parlais un peu d'innovation, c'est un petit peu ça dont je parlais, c'est de dire commencer à essayer de faire des assemblages entre protéines végétales et protéines animales. Et puis ensuite entre protéines végétales. Donc là, on a un exemple sur ce qu'on avait fait avec une protéine de colza, la napine, donc c'est une 11S de colza, et la caséine bêta. Et ça, c'est la taille, le rayon de gyration, enfin bref, c'est la taille des assemblages. Donc on voit, ces assemblages sont trop gros, celui-là un petit peu, et puis ceux-là sont pas mal, autour de 600 nanomètres. Et avec ça, on peut travailler, faire des mousses, faire des émulsions. Donc là, j'ai donné tout un panel d'objets qu'on peut obtenir. Donc là, on est sur un assemblage de quelques protéines, on est à 20 nanomètres, on a la photo en microscopie électronique, et on peut obtenir tout un panel d'objets de formes et de tailles différentes qui vont avoir des propriétés différentes. Donc ça, ce sont des choses qu'on n'a pas faites avec des protéines végétales, ce sont des choses qu'on a faites avec des protéines laitières. Et on est en train de mettre au point des schémas pour recommencer ces choses-là avec les protéines végétales. Et donc l'exemple, à partir d'une protéine isolée, traitement thermomécanique, alors en statique, peu importe, on obtient des agrégats fractales, donc qui possèdent une certaine fractalité, c'est-à-dire des motifs qui se répètent à toutes les échelles, l'aspect fractal. Donc ce qu'on a fait ensuite, on a, juste pour vous montrer l'expérience, on a mis une solution avec ces assemblages-là, on a fait passer de l'air, on a fait buller, et on regarde le volume de mousse. Bon, on a des caméras aussi pour regarder voilà, l'aspect de la mousse. Et on regarde ensuite comment cette mousse va se détruire. Et donc on comprend bien que là, eh bien, on arrive... Là, c'est une mousse qui est absolument pas stable. Et à ce niveau-là, on a une très bonne stabilité. Et donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il fallait un certain nombre d'objets de cette forme-là, donc entre 1 et 92%, pour avoir une mousse très stable, alors que quand on était avec la protéine native qui n'était pas assemblée, eh bien, la mousse avait tendance à se déstabiliser et à se détruire. Et donc l'idée, c'est les hypothèses qu'on a émises, c'est que les assemblages qu'on a faits, dans le cas des mousses, sont des objets relativement gros qui vont permettre de se mettre entre les bulles et stabiliser l'ensemble du système sur tout le volume. Donc là, en l'occurrence pour les mousses, ce qu'on appelle bordure de plateau, c'est-à-dire se mettre à l'intersection entre deux bulles. Peu importe. Donc un exemple de ce qu'on développe aussi au laboratoire, c'est un criblage vraiment... On était avant sur des techniques d'optimisation, on essayait de diminuer le nombre de manips, et là c'est plutôt, on va tout cribler avec des robots. Donc on a des robots automatisés de mélange qui nous permettent sur des plaques de faire varier les rapports entre les protéines, donc sur cette plaque-là, là, la force ionique, donc la quantité de sel,
pour des concentrations différentes. Donc ces deux plaques-là, il y a deux concentrations différentes. Et là, pour l'ensemble des deux plaques, pour des pH différents. Alors à ce moment-là, ça nous permet de cribler à l'infini pratiquement des tailles, des formes, des solubilités, des propriétés complètement différentes. Et après, on tombe sur le bon assemblage. Et ensuite, on voit s'il est vraiment innovant et ce qu'on peut essayer de faire avec lui. Donc c'est surtout des diagrammes d'état, des propriétés de surface, d'interface, et puis des fonctionnalités diverses. Donc vous voyez bien que là, on est au stade du laboratoire, on n'en est pas encore au stade du produit, bien évidemment. Alors un des enjeux également, c'est d'équilibrer les formules alimentaires. J'ai combien de temps encore 5, ouais, c'est bon. Équilibrer les formules alimentaires en termes nutritionnels. Donc ce que je disais tout à l'heure, et là j'aurai un exemple sur les pâtes alimentaires enrichies en légumineuses, c'est avoir un bon profil en acides aminés. Donc légumineuses, céréales, c'est bien, parce que les légumineuses sont riches en lysine et les céréales sont riches en soufré. Et donc ça permet d'avoir une formule complète, alors qu'avec les animaux, vous avez la formule complète tout de suite. Donc là, c'est pas mal. Aliments ciblés seniors, sarcopénie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire une des pistes actuellement, c'est d'augmenter le taux de protéines dans les aliments pour les seniors, pour mieux incorporer les acides aminés. Vous savez que la sarcopénie, c'est la diminution des facultés du corps humain à introduire les acides aminés dans les muscles. Donc il y a une fonte musculaire pour les personnes âgées. Et donc on essaye de lutter contre ça en améliorant, déjà en augmentant la quantité de protéines. Pour les biscuits par exemple, actuellement on a 8% de protéines. L'objectif c'est de doubler dans les années qui viennent, de passer à 16%. Alors on pourrait croire que rajouter 8% de protéines aux 8% déjà existants dans un biscuit, ça se fait bien. Non, c'est très compliqué. On a des déphasages, on a des biscuits qui se cassent ou alors qui deviennent complètement mous. On peut le voir avec les pâtes et peut-être vous aurez ce témoignage-là. Mais c'est le fait que dès qu'on va changer un ingrédient de la formule, on va changer la stabilité totale du système. Donc il y a de vrais enjeux en sarcopénie et actuellement, l'idée c'est de rentrer plus de protéines de légumineuses. Donc pâtes alimentaires, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Mais ça va aller vite. Augmentation de la quantité de protéines, donc c'est ce que je mettais là. C'est-à-dire augmenter les pourcentages de protéines dans les biscuits. Alors je disais 8%, oui, non, c'était 5, mais bon, 5 à 12, oui, bon, ou de 8 à 16, peu importe, mais c'est doublé. Et évidemment, ne pas mettre du gluten, mais plutôt mettre des légumineuses. Concept de chrono-aliment. L'idée, c'est d'expliquer que la relation entre un aliment et la nutrition, ce n'est pas simplement la composition, c'est aussi la structure qu'on a mise pour fabriquer, enfin la structure qui est la résultante de la fabrication de l'aliment. Et donc on est en train de travailler actuellement avec des nutritionnistes sur un concept de chrono-aliment, c'est-à-dire les nutritionnistes ont vu que pour des personnes âgées, c'est plus important que les acides aminés se libèrent d'un coup dans le sang, plutôt qu'ils passent comme ça sur une cinétique très longue. Donc l'idée, c'est de fabriquer des structures qui vont résister le plus longtemps possible dans le tractus gastro-intestinal et qui vont libérer d'un seul coup. Donc on est sur des concepts de stimulabilité des structures. C'est-à-dire faire une structure qui résiste, et puis à un moment donné, en fonction d'un pH, en fonction d'une température, paf, elle va complètement se moduler. Donc on travaille sur ces concepts-là, tout ça pour bien comprendre que les propriétés nutritionnelles sont liées non seulement à la composition, mais aussi à la structure des aliments. Revisiter les procédés, et évidemment, si possible, des éco-procédés. Donc je disais que ces protéines-là étaient solubles, étaient plus difficiles à travailler. Donc évidemment, que ce soit les procédés d'extraction, j'en ai déjà parlé, mais également les procédés de fabrication, tout ce qui est mélange, cuisson, procédés thermomécaniques au sens large, et également les procédés de stabilisation. Donc il va falloir adapter ces procédés aux spécificités des protéines végétales. Et donc là, ça va demander aussi beaucoup d'investissement intellectuel. Donc là, je passe. C'était l'exemple de procédé. J'ai juste mis ça, mais c'est juste pour accompagner le discours que je viens de dire, c'est-à-dire on part des matières premières, on construit un aliment formulé, on est dans cette phase de construction, et ensuite le produit se déconstruit, en passant par la bouche, formation du bol alimentaire, l'estomac, duodénum, jéjunum, iléon, etc. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment la structure, et pas simplement la composition, va jouer sur ce phénomène de déconstruction, et donc la libération des ingrédients au bon endroit,
pour une meilleure nutrition. Donc ça, je voulais insister un peu là-dessus parce je pense les nutritionnistes prennent plutôt une composition et regardent ce qui se passe dans le sang. Et nous, physico-chimistes, on construit un aliment et puis on le met dans la bouche. Et puis il y a une vraie boîte noire entre les deux. Et on est vraiment maintenant en train de travailler dessus en disant finalement comment les structures évoluent sous les contraintes du tractus gastro-intestinal. Alors là, que ce soit végétal ou animal, ce sont des questions importantes. Bon, je finis juste avec cet exemple. Hein. J'ai 3 slides. D'accord. Ouais. Mais du coup, je détaille pas. D'accord. C'est dommage. Ok. Ah bon, alors juste une. Non, là l'idée, mais c'est pas moi qui ai porté ce projet. Et, donc c'est Valérie Micard, IAT, hein, donc c'est une UMR à Montpellier, qui a travaillé, donc elle dirigeait une ANR, un projet ANR, sur l'introduction de légumineuses dans des pâtes alimentaires. Et donc l'idée, c'était, avec la semoule de blé dur, commencer à introduire des farines de légumineuses, avec donc hydratation, malaxage, extrusion, donc fabrication de la pâte, et puis des séchages basse température ou haute température. Et donc, fabrication de spaghettis mix. Alors ça, c'est le témoin 100% blé dur. Et puis là, 35% de pois ou 35% de fèves. Et donc juste, puisque je dois aller vite, index glycémique équivalent au témoin pour les basses températures ou même plus faible. Et puis ce qui était intéressant, c'était une texture satisfaisante après cuisson. Et puis aussi qui était bien notée par les consommateurs. Donc ce sont des choses complètement réalisables et qui en termes nutritionnels sont meilleures que des protéines, que les pâtes 100% gluten de blé. Voilà, juste pour finir, je parlais des risques. Il faut quand même comprendre les risques, notamment les risques allergiques. Donc c'est un peu cette pastille-là. Et puis les risques de contamination qui proviennent du sol. Donc ça, c'est important. Et donc pour les risques allergiques, j'ai juste pris l'exemple des réponses au blé. Le blé, le gluten est problématique sur la prévalence par rapport aux maladies cœliaques. Donc là, on voit les prévalences dans la population française. Hein. Les allergies alimentaires au blé, ou alors les allergies respiratoires au blé, on est plus sur des cas de maladies professionnelles, ou alors les sensibilités au gluten non cœliaque, on en parlait ce matin dans la conférence de presse. C'était l'idée de dire il y a un vrai marché du sans gluten qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est lié à des faits scientifiques ou pas? En tout cas, ça marche. Il y a vraiment de plus en plus de choses. Et donc là aussi, les légumineuses font partie des candidats. Donc là, je passe, c'était voilà. Et puis là, c'était dire que, l'idée, c'est de mettre en place des plateaux un peu R&D qui iraient de l'extraction et de la caractérisation des protéines jusqu'à la production d'aliments en pré-série. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une sorte de plateau qu'on est en train de monter à Nantes. Voilà. Toi, tu as montré ton bouquin, moi, je monte mon plateau. Merci.